Petit talk sur Compose, et j'espère, Compose comme vous ne l'avez jamais vu, j'espère qu'à la suite de cette présentation, vous allez vous dire, ça va vous motiver à refaire ou faire du Compose, un peu dans tous ses aspects, Kotlin multiplateforme notamment, et les animations. Moi je suis Jonathan, je suis développeur Android chez MWM, et on fait des apps sur un peu toutes les verticales l'application de coloriage, l'application accordeur de guitare, application de DJ aussi, c'était notre cœur de métier. Juste pour voir à qui je m'adresse, qui a déjà fait du Compose dans la salle et qui a déjà fait du Kotlin, du Compose multiplateforme et mis ce code-là en production. Ouais, bon, il y en a quand même, trop bien, c'est cool. Et pour ceux qui n'ont pas fait de Compose, je vais quand même repartir de la base, donc ça ne vous serait pas perdu. Le plan, on va voir d'abord, on va suivre un peu l'évolution de l'UI, non pas forcément sur l'AOSP, parce que l'AOSP, c'était directement impératif et déclaratif, mais on peut faire, à la base, sur Android, on peut faire que de l'UI de manière impérative, donc objet.méthode, et après ils ont directement mis le XML, donc pour faire de l'UI un peu plus déclarative. On va revoir un peu rapidement ces principes-là, mais pour vite basculer ensuite sur Compose, le principe de Compose, en programmation fonctionnelle. Et le cœur de la présentation sera sur qu'est-ce qu'on peut faire avec Compose, notamment sur les animations et KMM. Le point de départ, on va prendre comme exemple cet écran-là, où on voit un logo en haut et un titre juste en bas. Donc on va essayer de faire ça des trois façons différentes sur Android, et après on va voir comment on peut faire mieux. La manière impérative, c'est la plus classique, on va dire. On a déjà, on doit nommer que va être notre écran. C'est un splash screen, donc un splash view. Il faut lui donner un nom. Et déjà, rien que de dire que c'est une classe, ça peut paraître, pour des développeurs Java expérimentés, quelque chose qui va de soi, mais ça ne va pas forcément de soi. Une classe, ça permet d'instancier déjà plusieurs vues, donc faire plusieurs écrans différents. Donc ça paraît légitime de se dire que je veux pouvoir faire plusieurs splash views et non pas mettre un gros statique singleton qui pourrait être problématique. Mais le fait que ce soit une classe, ça permet aussi d'avoir de l'héritage. Et l'héritage permet la notion d'imbrication et la création d'un DOM. On peut mettre des vues dans des vues. Sur iOS, on peut mettre des UI views directement dans des UI views. Sur Android, on peut faire l'équivalent grâce au view group. Donc avec le view group, on peut mettre des vues à l'intérieur et on va pouvoir construire notre fameux écran qu'on a vu à l'instant. Le view group, il est bien, mais il est un peu rustique. Le frame layout est mieux parce qu'il permet de mettre des gravités. Bon, là, je reviens un peu à la base. Si vous avez déjà fait ça, normalement, ça doit vous sembler facile. Mais le frame layout va permettre de mettre gravité top, bottom, et comme ça, on pourra avoir notre petite interface graphique. Un linear layout aurait été très bien. Un constraint aurait été overkill, mais ça, c'est une autre histoire. On est obligé de donner un contexte sur Android pour que ça fonctionne. Pourquoi le contexte? Parce que dans le contexte, il y a à la fois le thème, les ressources, et le thème est nécessaire pour colorier les vues, pour supporter le dark theme, light theme, ce genre de choses. C'est un God object. Les développeurs peut-être de la OSP regrettent un peu d'avoir mis un contexte pour créer chaque vue. A priori, il n'y aurait pas forcément besoin, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le fait que ça soit dans un frame layout ou un view group, on a les méthodes addView qui permettent d'ajouter ici deux vues, deux sous-vues qui sont ImageView et TextView, et on peut arriver à faire du coup l'interface directement qu'on a vu à l'instant, en venant faire objet.méthode, on instancie l'ImageView, on instancie le TextView, et sur l'ImageView et le TextView, on vient faire objet.méthode pour les paramétrer et afficher l'image en question et le texte en question à la bonne taille. Là, on est quasiment bon, il manque juste la position de ces éléments, et là, le système de vue Android permet d'avoir des gravités, gravité top pour le logo, gravité bottom pour le titre, et on peut placer les éléments de vue comme ça. Donc là, en un seul code, on a l'écran qu'on a vu tout à l'heure, et ça ne veut pas dire que cette façon de faire là est plus rustique que les façons de faire d'après, Compose ou avec du XML. Là, ça a aussi des avantages. C'est concis, c'est facilement changeable, on peut mettre de la logique directement si on a de la petite logique, on ne veut pas forcément séparer la logique et la vue. Ça a quand même des avantages. Mais très vite, c'est un bon principe quand même de séparer tout ce qui est vue et logique, vue d'un côté et logique de l'autre. Et c'est
là où on a mis directement sur Android, il y a eu de l'UI faite sous forme déclarative, où on déclare l'interface graphique sous forme de XML, un peu comme ce que peut faire le web, où on a un HTML qui décrit purement la vue. Donc là, on revient sur notre petit exemple, un frame layout qui est container, à l'intérieur une image, à l'intérieur un texte, et rien que là, on a toute la description de l'interface graphique décorrélée de toute logique. Là, on n'a pas le chargement de l'image depuis Internet, on a uniquement de la vue pure. L'avantage, c'est qu'on a fait une séparation forte. L'inconvénient, c'est qu'on est quand même obligé de décorer ces vues-là avec des ID, ça vous connaissez normalement si vous avez fait un peu de développement Android, pour aller faire du find view by ID et aller choper les vues en question. Donc c'est déjà un peu quelque chose qu'il faut arriver à faire fonctionner. Côté Kotlin, toujours la même chose, de l'héritage, et on est obligé ici de rajouter 2 arguments pour faire en sorte que ça puisse être inflaté depuis un layout. Sinon ça ne fonctionne pas, sinon on n'a pas les ATTR et ça ne peut pas fonctionner. Et donc là on peut faire la même chose, mais en beaucoup plus concis, grâce à la notion d'inflation. Inflate, c'est transformer un XML en une instance de vue, et rajouter le dernier paramètre root égale this ici, permet de faire en sorte que le splash view soit directement mergé avec le layout. Bon, en vrai, on aurait pu utiliser aussi le tag merge, mais ça c'est une autre histoire. Et donc on peut rajouter la logique, glide pour loader une image depuis Internet, et on peut rajouter de la logique sur les clics, mais ça, pas de mystère. Petite parenthèse sur la notion d'inflate. Dans la OSP, il y a vraiment un inflator qui fait quoi? Son job est très simple. Il transforme un layout, une ressource, donc le XML, en une instance de vue. Et comment ça fonctionne? La seule chose à retenir, c'est que c'est de la réflexivité. De par le nom qui est donné dans le XML, on récupère le constructeur avec les classes reflect de Java, et dessus, on appelle le constructeur avec le contexte et les ATTR, et c'est pour ça qu'il faut les arguments supplémentaires dans le constructeur, sinon la OSP ne peut pas instancier nos vues. Donc c'était juste une aparté, et c'est pour vous dire qu'il y a quand même de la belle magie derrière tout ça. Maintenant, Compose, le sujet qui nous intéresse. Qu'est-ce que Compose, pour ceux qui connaissent un peu moins? Donc là, à gauche, l'ancien système, on va dire, les vues Android, et à droite, ce que Compose permet. La grosse différence, c'est comme son nom l'indique, c'est de la composition et non de l'héritage. L'héritage, ça introduit une certaine rigidité. Vous entendrez sûrement des développeurs expérimentés vous parler de « Ah ouais, on va plutôt partir sur la composition pour des choses qui n'ont rien à voir avec de l'UI ». Là, même pour de l'UI, ils se sont dit non, l'héritage, c'est pas bon, c'est trop rigide. Un TextView, si je veux le changer pour modifier le texte, ça ne me permet pas de pouvoir changer facilement et de juste isoler la partie dessin du texte. Il y a trop de choses dans un TextView. Un bouton, ça hérite de TextView, on est obligé de se trimballer tous les trucs. Donc là, c'est la grosse différence de principe. La seconde, du coup, ça découle, mais plutôt que d'utiliser des classes, on utilise des fonctions pour justement pouvoir faire de la composition plus facilement. On peut voir le handdraw comme de la recomposition, c'est pas vraiment vrai. En vrai, on peut dessiner, vraiment faire des handdraw, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas maître des recompositions, des réapparitions à l'écran. Comme on n'est pas vraiment maître dans le monde des vues du handdraw, c'est le système qui le pilote. Et la dernière, celle qui est assez fun, c'est que c'est plateforme agnostique, et du coup on peut l'utiliser même pour de l'iOS, pour du web, pour du Mac, un peu tout ce qu'on veut. Donc, reprenons notre exemple, on le fait maintenant en Compose. On n'hérite plus de rien, c'est une fonction. Pour signaler au système que c'est du compose et pas une fonction classique, on met la notation composable. On lui passe le modifier, qui est pareil aussi un peu un God-object, même si c'est différent, ça fonctionne avec des extensions fonctions. Et le modifier joue un peu le même rôle que le layout param, on pourrait dire, pour pouvoir positionner des éléments dans les autres. Il est en relation aussi avec les scopes, c'est un peu compliqué, mais il permet de faire des choses qui sont identiques à toutes les vues. Et je devrais dire à toutes les composable fonctions, on n'est plus maintenant dans des vues, c'est des composable fonctions. On met la box, qui est un peu l'équivalent du frame layout, qui permet d'avoir aussi des gravités. On peut mettre la taille, l'image, mettre la description de l'image, choisir sa taille, choisir où est-ce qu'elle est positionnée, donc sa gravité, mettre le texte, et pareil,
venir enrichir le texte pour le positionner et le redimensionner et lui mettre le bon texte en question. Donc là, c'est concis aussi, mais il y a des avantages et des inconvénients à toutes les solutions. Bon, maintenant qu'on a vu les bases, là c'est le cœur de la présentation, je vais vous perdre, c'est fait exprès, ne soyez pas étonnés. C'est normal, après vous comprendrez, j'espère. Pourquoi cette présentation? Pourquoi je parle de ça? C'est qu'à Android Makers 2023, là il y a 2 mois, on a eu une présentation de Romain Guy et Chet Haas qui faisaient des animations vachement stylées de code. Peut-être un peu comme vous avez pu voir là à l'instant, du code qui s'anime un peu, on ne sait pas trop comment. Est-ce qu'ils ont fait ça à la main? Ça on ne sait pas. Du coup, on en a pas mal parlé avec l'équipe. Et du coup, comment ils arrivent à faire ce type d'animation-là, qui est quand même cool pour nous développeurs, où on ne veut peut-être pas afficher toute une page de code d'un coup, mais peut-être juste que le code se construise, et un peu comme si on l'avait écrit, on arrive à un état un peu plus stylé. Donc j'ai posé la question à Romain Guy, et il m'a répondu. Mais du coup, moi, en cherchant, j'étais tombé sur Keynote, il y a Magic Move, qui permet de faire un peu ces animations-là, mais c'est pas du tout pensé pour du code, hein. C'est juste qu'il fait l'interpolation linéaire entre les différents états, et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a PowerPoint qui permet de le faire aussi, qui fait aussi de l'interpolation entre les mots, et ça donne ce genre de choses. Est-ce que ça va marcher? Donc c'est stylé. On reformate notre code, là c'est comme si on avait fait notre petit raccourci pour reformater le code, c'est stylé. Mais le problème, c'est que déjà c'est local, lourd. Moi, j'avais pas PowerPoint. En fait, c'est surtout ça la raison. Moi, j'avais pas PowerPoint sur mon Mac. Keynote, je l'avais pas trop utilisé. Et surtout, il faut refaire les animations à la main à chaque fois. Il faut prendre son bout de code, le copier-coller, le colorier à la main, mettre l'étape d'après, et après lancer l'animation, mais espérer que ça fonctionne. Ça me plaisait pas trop. Et du coup, l'idée là, c'est est-ce que c'est possible de le faire en compose? Et vous imaginez bien que oui, sûrement. Les avantages de Compose, je les ai un peu dit, c'est multiplateforme, facile à animer, et la vraie raison, c'est que c'était fun pour moi de tenter le coup. Et donc la réponse, elle est sous vos yeux. Là, depuis le début, là, je suis dans du Kotlin, c'est une application Java. Je suis pas sous Google Slides, je ne suis pas sous PowerPoint, c'est mon application que j'ai codée. Donc ça, là vous voyez en bas, c'est un tab indicateur, je crois, je ne sais plus trop. Ça c'est un horizontal pager. Les animations, justement c'est le moteur. On va voir comment faire les animations que j'ai pu faire. Pas mal de warning. Vas-y, les warnings. Pas mal de warning là dans la fenêtre qui était en bas. Ah ouais. Non, c'est l'émulateur Android. Ça va, je suis ouf. Donc l'étape 1, c'est animer son code dans les slides, c'est déjà cool. Faire ses animations, faire ses slides en Markdown et utiliser un moteur de rendu, c'est encore plus cool. Éditer le CSS du moteur de rendu Markdown pour faire ses animations, c'est encore l'étape du dessus. Et présenter Compose Kotlin Multiplatform en utilisant Compose Kotlin Multiplatform pour présenter, là on est dans du méta comme jamais. Donc la question c'est comment, et plutôt comment faire l'animation du code dans un premier temps. L'objectif, ça serait de se dire, est-ce que je pourrais pas décrire mon code? Ça, c'est la première étape du code visible. Ça, c'est la seconde. Et le moteur fait le reste. Le moteur serait capable de faire en sorte que cette accolade-là se téléporte ici, et ça serait l'idéal. Ça, c'était ce qui m'a drivé, l'objectif. Et pour le faire, déjà, il faut splitter le code en mots. Pourquoi les mots? Parce que les mots, c'est l'atome qui sera minimum pour faire les animations. Et pour faire ça, j'aurais pu directement positionner des textes avec des offsets, mais je me suis dit, pour des raisons de perf, j'ai pas vraiment mesuré, après je sais pas trop, mais l'API Canva semble un peu plus bas niveau et me permet de dessiner des on-draw directement et positionner mes textes un peu mieux à mon avis. Donc j'utilise la composable function Canva, qui est la couche un peu plus basse que Compose met à disposition pour faire des choses qui sont plutôt plateforme spécifiques en l'occurrence. Non, même pas plateforme spécifique, je dis n'importe quoi. Mais on peut du coup dessiner, ça c'est disponible directement dans Compose, et on peut du coup afficher à l'écran le mot fun
mais tous les autres mots d'une main fonction classique avec les parenthèses aussi. Forcément, je vais vouloir animer l'accolade vers une autre, donc c'est quand même cool qu'elle soit pas dans le même texte, dans le draw text, et que je puisse animer les unes avec les autres. Et il faut les positionner, et là j'utilise offset, et les coordonnées, là 0, 40, 80, 90, c'est sur la même ligne avec un x différent, et l'accolade fermante, c'est le x tout à gauche et une ligne en dessous. Avec ça, on a la base pour préparer l'animation. Deuxième step, c'est calculer l'association des mots. Quel mot va être animé vers quel autre mot? Et ça, c'est un problème que je n'ai pas réussi à résoudre complètement, mais on va voir comment. On va voir pourquoi. Imaginons qu'on ait ce code-là à animer, et qu'on veuille l'animer un peu comme ça. Là, on voit que l'association des mots, ce que j'appelle mots, ça peut être des caractères. Là, typiquement, l'accolade fermante, enfin la parenthèse fermante, pour moi, c'est un mot. Elle est bien associée parce qu'elle va bien s'animer vers la bonne. Mais là, c'est assez facile parce qu'il n'y a qu'une seule parenthèse fermante dans tout mon code, donc je sais où est-ce que va être la destination de l'animation. Pareil pour Word Association, ça, il n'y a qu'un seul candidat, donc ça, c'est bon, pas de souci. Par contre, pour un cas un peu plus compliqué comme celui-là, là, on voit que l'accolade fermante, elle n'est pas bien. Là, la parenthèse fermante, elle va à celle qui est la plus proche et non à celle qui est ici. Parce que mon algo utilise une notion de distance. Forcément, chaque mot, pour les trouver dans celle de la step d'après, je fais une distance euclidienne, racine carrée, machin. Et j'avais même tenté de la pondérer différemment selon x et y pour faire un truc un peu plus smart, mais c'est pas parfait. Et en vrai, il faudrait utiliser un lexer, mais ça, j'ai pas investigué plus de temps pour pouvoir savoir que la parenthèse du texte va avec celle-là, savoir que du coup celle-là va... Enfin, c'est assez compliqué à faire, j'ai pas réussi. Mais ça doit être possible, mais il faudrait investiguer un peu plus. Une fois qu'on a calculé l'association des mots, il faut animer les positions des différents mots. Et là, on compose, il y a une API qui est assez... compose, met à disposition plein de moyens de faire des animations, notamment les animatables, avec un float. Et on peut le faire passer ici de 0 à 1. 1, c'est 100%, donc on arrive à la step n plus 1. 0, c'est la step n. Et on peut, du coup, avec le coroutine scope, faire animer la progression de 0 à 1, et il va charger tout seul de faire augmenter le float qui progresse à ce niveau-là. Une fois qu'on a l'animation... Et là, ici, le next executor, ça ne doit pas vous effrayer, c'est uniquement ce que j'ai trouvé pour faire de l'inversion de dépendance et pouvoir faire du next depuis l'extérieur. Là, j'appelle mon next executor depuis l'extérieur, et comme ça, je peux faire, un peu comme un state, je peux faire depuis l'extérieur, va à la page d'après, va à la page d'après, anime-toi vers le pourcentage 100%. Et après, pour chaque mot, là, il faut le faire pour chaque mot, c'est pour ça que Word est au pluriel. Pour chaque mot, on fait l'interpolation linéaire entre la position de départ et la position d'arrivée, et on peut, comme ça, avoir les mots qui s'animent. Dernière étape. Ouais, vas-y. Comment tu connais la position d'arrivée? Position... Non, la position d'arrivée, c'est grâce aux associations. Dans mon code, j'ai cette string-là qui est le code de n, j'ai cette string-là qui est le code n plus 1. Je split par mot, donc là, je vais récupérer fun, splash view, parenthèse, machin. Cette parenthèse-là, je vais pouvoir savoir que c'est vers ici que je dois aller, parce qu'il n'y a qu'une seule parenthèse. Du coup, le layout, c'est toi qui le fais? Le layout. Ah oui. La question, c'est, là, du coup, tu as un texte avec plusieurs lignes. Du coup, ta parenthèse fermante du bout, il va falloir à un moment dire qu'elle a une coordonnée XY qui dépend aussi de tout le texte qui est avant. Bien sûr, bien sûr. Et donc là, il y a toute une phase de layout de mots, quoi. Exactement, de mesure de mesure de texte. Ouais. Du coup, là, tu fais appel au framework pour le faire ou c'est toi qui le fais? Le framework pour le faire. D'accord. Pour tenir, il faut que je tienne compte de la font size, Ok. de la font height, enfin, tous les caractères n'ont pas forcément la même largeur en fonction de la fonte. Donc ouais, bien sûr. Et dernière étape, c'est utiliser JVM Kotlin Multiplatform pour pouvoir le faire tourner là sur Mac ou sur web ou sur mobile. Ensuite, là, on sort un peu de compose, c'est juste pour du bonus. Comment faire le remote control que j'utilise depuis tout à l'heure dans la main? Parce que forcément, je n'allais pas m'arrêter à juste faire ça.
Bah, là, c'est assez simple. 14 clients pour le téléphone, 14 serveurs pour mon Mac, qui est juste là. 14 clients, bah, je mets l'adresse IP de mon Mac pour URL. J'instancie un HTTP client qui prend comme dans le constructeur bah, la plateforme. En gros, si je veux du iOS, macOS, bah, plutôt Darwin. Si je veux tout ce qui est JVM, Android, bah, là, mon Mac, ça tourne sur Java. Donc j'ai utilisé OKHTTP. Je crée un builder, je mets la méthode get, je mets l'URL, et comme ça me permet après de faire le call avec soit les coroutines, soit il y a d'autres astuces. Ça, c'est pour la partie client. La partie serveur, pareil, 14, qui permet de le faire assez facilement. Routing pour définir toutes les URL qu'on va vouloir réceptionner. La méthode HTTP get pour la réception. Et bah, là, je consomme la requête et je réponds que ça a réussi. Pareil pour aller slide next, slide previous. Je ne sais pas s'il reste un peu de temps pour la présentation. Je peux vous montrer un peu de code s'il reste du temps. J'avoue, j'ai pas. Oui, il reste un petit peu de temps. Je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans le code. Présentation. Donc j'ai une composable fonction de l'extérieur qui est la présentation view. J'appelle les composable fonctions view juste par souci de lisibilité. Un state qui permet de contrôler ma présentation de l'extérieur. Je décris ma présentation sous forme pure data class pour que ça puisse être persisté ou autre. Là, c'est juste pour le fun. Donc, ma présentation a forcément des slides. Chaque slide a des composants. Un composant peut être de type code. Et un composant dans mon slide de type code a des steps. Et chaque step a une string. Et ces strings-là sont animées les unes après les autres. Ça, c'est pour l'API, on va dire, publique. L'API plutôt privée, ce qui est plutôt le plus intéressant, c'est la partie animation du code. Donc ça, c'est ma code view qui prend un component code et qui va venir l'animer. Et le fameux Canva que je vous ai montré, bah, bien sûr, il y a beaucoup plus de sucre syntaxique, mais il est là, c'est celui-là. Et le fameux onDraw qui fait le for sur les mots, il est à ce niveau-là. Et on peut voir, voilà, que je dessine à chaque fois. Pour l'interpolation linéaire, c'est un peu plus compliqué. Je l'ai caché derrière un objet code animator. C'est un objet à moi qui me permet de faire l'animation de position vers n plus 1. Et comme tu le disais, de calculer à l'avance les positions des mots de la step n plus 1 parce qu'ils ne sont pas encore affichés à l'écran. Tout se fait à ce niveau-là. C'était pour le code. On pourrait y revenir si vous avez des questions. Hop. J'arrive à la conclusion. Être développeur et pas simplement développeur Android, c'est le feu. On peut vraiment faire et utiliser nos propres outils. C'est là-dessus que la passion naît pour moi, en tout cas pour moi. Quand on utilise soi-même ses propres outils, quand on a soi-même son application de remote controller dans la main et qu'on présente sur un code qui est le sien, bah on est bien content. En tout cas, je suis bien content. Devenir l'utilisateur de ses propres outils, c'est le feu. Et il y a encore plein de choses à améliorer, mais ça, dans la vie d'un développeur, il y a toujours des choses à améliorer. On est tous conscients de ça. J'ai parlé de Compose Web. Du coup, je vous partage les slides sous Compose Web. Il y a les emojis qui ne marchent pas. Désolé, c'est une issue qui est ouverte chez Google. Les emojis ne marchent pas sur... C'est du WebAssembly. Compose, quand il sort du web, il peut le sortir de deux façons, soit en HTML, soit si on utilise vraiment Material, il peut sortir du WebAssembly. Donc ça utilise derrière Skiko. C'est un peu comme Skia, mais pour le web. Et bon, vous aurez les slides, mais en version un peu moins performante, puisque c'est du WebAssembly. Ça l'agrave un petit peu plus, mais au moins vous avez les slides. C'est l'intérêt de Compose. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions. D'abord, merci pour ta présentation, c'est très intéressant. Juste une petite question, du coup, le contenu de cette présentation, c'est dans le code ou tu as une console pour rentrer tout le contenu, le code, snippet dans la présentation ou comment tu fais? Le contenu en lui-même de mes slides? Ouais. Bonne question. Donc là je suis dans un monorepo, donc j'ai plein de code qui n'est pas du tout le sujet de la présentation, mais j'ai deux Gradle modules
qui est celui-là, qui est un Gradle module multiplateforme, qui est uniquement le moteur, ce qui me permet de faire une présentation générique. Et j'utilise ce Gradle module avec le Gradle module Jonathan, j'utilise celui-là. Et j'ai une instantiation d'une présentation. Et là, ce qui est hyper important, c'est cette méthode-là, qui est assez haut niveau, qui va me générer ma liste de slides. Là, typiquement, l'écran welcome que j'ai mis au tout début, c'est qui est à ce niveau-là. First slide. Cet écran welcome, il est décrit uniquement comme ça. Parce que je suis hyper haut niveau. Les plus bas niveaux, ça fait exactement ce qu'on a vu. Et voilà, je décris ma présentation comme ça, de manière haut niveau. Pour les slides où c'est uniquement des bullet points, je me suis fait des petits utilitaires assez sympas. Pour ce qui est un peu plus des animations poussées, là, je suis obligé ou celle où il y a du code, je suis obligé d'aller ici. Et là, vous voyez l'animation, enfin le code de l'animation qu'on a vu, c'est vraiment ligne à ligne les steps. Merci. Merci pour ta présentation. Est-ce que le code est disponible quelque part? Hélas, non. Pour l'instant, non. Est-ce qu'il le sera un jour? Peut-être, ouais. Pour l'instant, je l'ai beaucoup entremêlé. Comme je suis dans un Gradle module, je fonctionne beaucoup avec des features. Tous mes Gradle modules sont des features. Et j'ai plusieurs Gradle modules multiplateformes qui me permettent typiquement gérer le temps sur un multiplateforme. C'est un peu chiant. Enfin, ça se fait très bien en vrai avec des actuels et des... Mais j'utilise ça, et donc il est très entremêlé à d'autres de mes features, et donc le sortir sera un peu compliqué, mais pas pour tout de suite, quoi. D'autres de tes features, ça veut dire que c'est partie d'un beaucoup plus gros projet dont tu n'as pas encore parlé? Ça fait partie d'un plus gros truc, ouais. Ça pourrait se sortir, mais il faudrait que je sorte chacune de mes features, typiquement faire du random. Faire du random, c'est pas direct, le random, on l'a pas forcément immédiatement, donc j'étais obligé de me faire, pour générer des UID, une feature pour ça, donc il faudrait que je sorte toutes ces petites features atomiques pour pouvoir le sortir. Merci. Mais alors, tu nous as pas dit, il fait comment Romain Guy? C'est quoi Ah oui, pardon, j'ai pas dit. Lui, il utilise un truc comme ça ou... Il utilise Keynote. Il utilise Keynote, et je veux pas trahir de secret, mais ce qu'il m'a dit, c'est que c'est un peu buggé. Forcément, c'est pas un outil forcément fait pour le code, c'est à faire l'interpolation, donc ça marche pas à chaque fois. Ouais. Est-ce que la prochaine étape, c'est pas justement de lui envoyer à Romain Guy tout ça pour que la prochaine keynote, ça soit fait avec ça? J'oserais pas, il me jugerait trop. Du coup, c'est quoi les prochaines features? Les gestions des thèmes, Ouais, dark theme, ouais, clairement. Le dark theme, c'est une bonne idée. Et là, je travaille sur l'application Android. J'ai commencé par ça parce que j'avais une présentation et une hard deadline. Mais là, maintenant, je peux vous montrer sur émulateur. La next step pour moi, c'est de m'amuser encore sur l'app Android. Et j'avais commencé du coup à faire un éditeur pour pouvoir directement dans l'app Android venir modifier n'importe quoi. Et qu'en live, ça modifie mon moteur d'animation, et comme ça, je peux en plus m'en rendre compte. Enfin, c'est... Et l'idée, c'est aussi de se dire, Android, c'est puissant parce que on peut. Là, j'aimerais bien rajouter des options, mais on peut Chromecaster. Donc, je m'imagine bien un jour dans mon train, en allant au boulot et en n'ayant pas fait une présentation, coder ma présentation, enfin faire ma présentation sur mon app, arriver, Chromecaster, sur mon téléphone, cliquer à droite, à gauche, et le tour est joué, quoi. Pas d'autres questions? Non, je propose qu'on enchaîne du coup. Yes.